Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal dont voici les principaux titres. Réajustement du calendrier des examens d'État de l'enseignement général. Grève du personnel de l'hôpital général de Luandjili. Des images qui parlent d'elles-mêmes. Ce mécontentement est celui du personnel de l'hôpital général de Luandjili qui, le matin du lundi 6 mars, a mis en exécution son préavis de grève. Les problèmes sont connus de tout le monde. Les travailleurs revendiquent la valeur du point d'indice à 300, le relèvement de la valeur du point d'indice. Décision douloureuse tant pour les malades qui, ici, repartent vers d'autres hôpitaux que pour les autorités administratives obligées de descendre sur les lieux s'enquérir de la situation, mais pas seulement. Ce sont des revendications qui sont réelles, qui sont des revendications objectives. Mais dans la faisabilité, il n'y a pas que la direction générale de l'hôpital général de Luandjili, il y a aussi le niveau central. Parce que pour augmenter un salaire, ce n'est pas la direction générale, nous n'avons pas de caisse ici. Ainsi, à l'issue d'une longue visite des différents services de cet hôpital, le préfet Alexandre Honoré Paka a tenu les propos suivants. Et avons décidé de manière consensuelle la levée de la grève. Et avons également requis tous les médecins, tous les agents de la santé en poste d'être à leur poste de travail. Et nous décidons également de la poursuite des négociations jusqu'à l'aboutissement des conclusions qui sont d'ailleurs exécutoires parce que déjà nous annonçons le paiement des salaires du mois de janvier d'ici là. Donc l'une des revendications principales va déjà connaître sa réponse. Fonctionnant à mi-régime, les services et les abords de l'hôpital ont affiché une bonne partie de la matinée des allures d'une ville morte. Pendant que nous quittions les lieux, la cellule de crise entrait dans sa première séance de travail. À la recherche du bien-être des populations de sa circonscription, l'honorable Alexis Ndinga a mis les bouchées doubles pour arriver à bout de la finition des travaux de réfection de l'avenue Liman-Lissi à Mpita. 2 tronçons exécutés allant du quartier OCI à la Loya seront désormais affectés aux usagers de cette route. Usagers qui effaceront les anciens souvenirs de ce tronçon boueux, d'accès difficile aux véhicules et aux visiteurs de cette périphérie de la ville. Mais les actions de ce député du peuple sonnent le glas du désenclavement, de la nouvelle appréciation que l'on pourrait faire de la politique de ce pays. Le style Alexis Ndinga va sans dire et les populations de cette circonscription s'en réjouissent. Au passage de notre caméra, un personnel juvénile s'attelle pour donner les dernières retouches du tronçon par la construction des dodanes de finition et le désherbage des abords de la route. À cœur joie, Rodolphe Ngoteni, en sa qualité de chef de chantier, fait une lecture synthèse de l'ouvrage. Je remercie d'abord le président, l'honorable Alexis Ndinga, de tout ce qu'il fait, parce que là, la route là, c'était pas vraiment bien comme ça. Là. Même lorsqu'on prenait les taxis là-bas, vraiment, même les taxis refusaient même de rentrer ici. Là. Quand même, il a pris au moins l'initiative, il a recruté les jeunes du quartier, et là, maintenant, on travaille ici, là. Tout est maintenant bien. Dans les quartiers, tout le monde apprécie l'honorable de tout ce qu'il a fait. Mais si on peut encore avoir un peu d'autres personnes qui peuvent être comme l'honorable, vraiment, je pense que tout ça va bien. Au-delà de la mission donnée à un député, Alexis Ndinga, à la trempe des parlementaires modernes qui ne font pas une concurrence déloyale contre l'État. Le calendrier des épreuves écrites des examens d'État au niveau de l'enseignement général a subi un réajustement.
Ainsi, le baccalauréat se tiendra du 31 mai au 3 juin 2017. Le BEPC, lui, se déroulera du 20 au 23 juin 2017. Quant au CEP, les candidats passeront leur examen uniquement en date du 27 juin de l'année en cours. Toutes ces dispositions ont été abrogées le 27 janvier 2017 par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet-Makosso. Pour l'heure, difficile de connaître les raisons de cette décision ministérielle. Les candidats devront désormais intérioriser ces nouvelles dates afin d'affûter leur préparation dans de meilleures conditions. Du côté de l'enseignement technique, le calendrier des examens d'État demeure inchangé. Il avait convoqué la presse, tard, hier soir, de façon impromptue. Alain Juppé, en quelques mots secs, met fin au suspense. Je confirme, une bonne fois pour toutes, que je ne serai pas candidat à la présidence de la République. Mais avant cette conclusion, Alain Juppé fait un ensemble de constats et il a des mots très durs contre François Fillon. Quel gâchis. Au lendemain de notre primaire, dont le résultat a été incontestable et incontesté, François Fillon, à qui j'avais immédiatement et loyalement apporté mon soutien, avait un boulevard devant lui. Il juge ensuite la défense de François Fillon incompréhensible. Le déclenchement des investigations de la justice à son encontre et son système de défense fondé sur la dénonciation d'un prétendu complot et d'une volonté d'assassinat politique l'ont conduit dans une impasse. Alain Juppé estime que le comportement, les arguments du candidat ont scindé la droite en deux blocs irréconciliables désormais. Comme l'a montré la manifestation d'hier au Trocadéro, le noyau des militants et sympathisants LR s'est radicalisé. François Fillon n'a cessé d'affirmer sa détermination et hier soir encore son obstination. Il juge donc que dans ces conditions, lui ne peut pas rassembler son camp. Je ne veux pas livrer mon honneur et la paix de ma famille en pâture aux démolisseurs de réputation. Je le répète, pour moi, il est trop tard. Après sa conférence de presse, le maire de Bordeaux répond à une dernière question à la sortie. Je soutiendrai celui qui portera nos couleurs lorsque nos instances seront prononcées. Donc pour vous, ça ne sera pas forcément François Fillon. Non. On verra. Une partie de la réponse pourrait jaillir du QG de Nicolas Sarkozy. L'ancien président a suivi la conférence de presse entouré de quelques proches. À sa sortie, Christian Estrosi n'a qu'un mot à la bouche. L'unité pour la droite est à reconstruire. Poignée de main pour officialiser l'union. Le groupe PSA rachète Opel à l'américain General Motors. Coût de l'opération, 2,2 milliards d'euros. Un mariage bien accueilli par certains salariés du groupe français à l'entrée de l'usine de Mulhouse ce matin. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être qu'une expansion de travail. Des profils différents, des visions différentes, oui tout à fait. On va se jumeler avec eux et on aura peut-être un peu plus de boulot et ça peut être bien, ouais. Je pense qu'un constructeur ne peut pas rester tout seul tout le temps. Aujourd'hui, il faut devenir l'exemple de Renault. Avec ce rapprochement, le groupe pourra désormais produire 4,3 millions de véhicules chaque année et rassemblera 210 000 salariés à travers l'Europe. L'objectif pour le groupe français, redresser la marque Opel en déficit depuis une dizaine d'années et devenir plus compétitif en mutualisant toutes les dépenses. Pour le PDG du groupe PSA, les emplois ne sont pas menacés si les usines Opel respectent leurs objectifs de productivité. On voit bien qu'il y a des opportunités de progrès qui sont à saisir dans le meilleur intérêt des salariés d'Opel Vauxhall, puisqu'ils auront accès à des pratiques qui leur permettront de progresser sans recourir aux mesures extrêmes que vous ne cessez de m'interroger. Des déclarations qui ne parviennent pas à rassurer certains syndicats. Quand ils se rachètent entre eux pour faire plus de bénéfices. C'est pas pour créer plus d'emplois, c'est pour avoir plus de volume, plus de production, vendre plus de voitures avec moins de salariés.
Les premiers véhicules communs issus des deux marques circuleront sur les routes à l'horizon 2020. Mossoul, entrée ouest du 4e pont. L'ennemi vient de faire exploser une voiture suicide. Pour défendre ce point stratégique, les combattants de Daesh vendent chèrement leur peau. Les attaques suicides s'enchaînent. Et pour repousser les soldats irakiens, tous les moyens sont bons. C'est un drone de Daesh chargé d'explosifs. Une dernière frappe aérienne de la coalition fait basculer le combat en faveur des militaires et offre enfin une trêve à des combattants épuisés. Il y a une semaine, le ministère de l'Intérieur irakien annonçait à grand renfort de communiqué avoir pris ce pont, décrit comme un enjeu stratégique pour la conquête de la vieille ville de Mossoul. En réalité, il n'en était rien. Le pont a été pris il y a quelques heures au prix de violents combats. Il y avait des combattants juste ici. Vous entendez là? Ça, ce sont les tirs de nos combattants. Ils sont juste de l'autre côté, en train de nettoyer ce secteur et de le libérer. La frappe aérienne n'a laissé aucune chance aux djihadistes. Nous avons pratiqué une frappe sur cette cible. 3 de leurs combattants sont morts ici et un autre juste là, derrière le mur. Ça fait 4 au total. En une semaine, les combattants de Daesh ont pourtant repris cette position à plusieurs reprises. La situation tactique, encore extrêmement fragile dans le secteur, rend tout projet de reconstruction du pont pour le moment impossible. Son intérêt tactique est pourtant vital.